Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de chimie organique. Suite à un problème de retransmission sur notre chaîne YouTube, nous allons enregistrer la correction du DM maintenant. Du coup, bonne vidéo. Donc voilà, on avait fait un DM représentatif sur notre centre de téléchargement. Vous pouvez aller le télécharger et le faire. Et si vous l'avez fait, maintenant on va pouvoir passer à la correction. Alors, QCM 8. Le premier QCM du coup. À propos du verapamil, un inhibiteur calcique indiqué dans l'hypertension artérielle, l'angor et certaines arythmies. Indiqué là où les propositions exactes. Donc le verapamil possède une amine tertiaire, le verapamil possède des fonctions éthères, elle possède de nombreux effets mésomères qui stabilisent sa structure. Cette molécule est achirale, donc la correction c'était ABC. Pourquoi? Parce que oui, elle possède une amine tertiaire, donc que j'ai entourée en violet sur le diapo. Elle possède aussi du coup des fonctions éthères. Donc les fonctions éthères, c'est des oxygènes liés à des groupements alkyles. Donc je les ai entourés en orange. Donc il y en a 4. On m'a demandé tout à l'heure aussi si, pendant qu'on a tenté de faire le live, si le groupement de nitrile avec l'azote et la triple liaison, c'était une amine tertiaire. Et j'ai répondu que non, parce qu'il n'était déjà pas lié à trois groupements différents et en plus parce que c'était pas une amine, c'est un nitrile du coup. Donc item C, elle possède de nombreux effets mésomères qui stabilisent sa structure. Et oui, comme on peut le voir sur les cycles aromatiques, on a des doubles liaisons et des liaisons simples. Du coup, on a formation de systèmes conjugués et du coup d'effets mésomères de type pi sigma pi. On en a aussi des N sigma pi, donc parce que sur les oxygènes, on a des doublés non liants, du coup, effet mésomère N sigma pi. Voilà. Tu sais que là, on. Du coup, on continue avec l'item D. La molécule est-elle achirale? Non, elle ne l'est pas. Parce que comme vous pouvez le voir, elle possède un seul carbone asymétrique. Et quand une molécule possède un seul carbone asymétrique, elle est chirale. Donc est-ce qu'elle est achirale? Faux. QCM 9 maintenant, je passe la parole à mon cotut. Voilà, donc QCM9, comme d'habitude, vous avez un grand énoncé comme ça, vous l'ignorez, vous passez juste à la phrase en dessous, indiquez là où les propositions exactes, c'est le plus important. Et voilà. Donc, le carbone 1 est de configuration absolue S. L'acide fusidique possède deux doubles liaisons de configuration relative Z. Le carbone 2 est de configuration absolue R. Et le carbone 3 est de configuration absolue S. Les réponses justes sont AD. Pourquoi? La grande question. Carbone 1, S. Alors là, on voit déjà un oxygène sur la droite, oui, pour tout le monde, qui est en avant. Ça veut dire qu'en théorie, on voit que deux autres liaisons, donc on a bien un hydrogène non représenté en arrière. Donc un oxygène sur des carbones, c'est donc l'oxygène le plus prioritaire. Maintenant, deux autres. En haut, on voit un autre carbone relié à un carbone, un peu en dessous là, sur le cycle, et au-dessus, un autre carbone par une double liaison. On rappelle, liaison simple à carbone normal, liaison double à carbone, ça fait trois liaisons de carbone. Vous savez, on compte les liaisons doubles deux fois. Pareil, les liaisons triples trois fois. Mais bon, ça c'est assez rare. Donc pour le carbone au-dessus, lié à trois carbones. Donc en dessous, à notre carbone autre, on voit qu'il est lié à un carbone et donc deux hydrogènes non représentés. Ça devient donc le troisième groupement prioritaire. Donc on fait oxygène, puis carbone en haut, puis carbone en dessous. Donc on tourne dans le sens S, et comme l'hydrogène est déjà en arrière, c'est bon.
Ensuite, l'acide fluidique possède 2 doubles liaisons de configuration relative Z. Pourquoi c'est faux? Donc, on regarde, on a la double liaison tout au-dessus. Là, on n'a ni E, ni Z. Pourquoi? Parce que les deux groupements au-dessus sont les mêmes. C'est des carbones simples, des méthyles. Donc, on ne peut pas parler de ni Z, ni E. On regarde le deuxième, donc qui est dont on parlait tout à l'heure à l'item A. On a un acide carboxylique vers le bas, enfin on va dire vers la droite, et un autre groupe en chaîne R carboné normal vers la gauche. Donc là c'est assez évident, c'est l'acide carboxylique qui va prendre le côté important. Ensuite, en dessous, comment on fait? C'est un petit peu pareil. D'un côté on a un carbone, de l'autre côté on a un carbone lié à un oxygène. Et donc le côté avec l'oxygène devient le plus important. Donc ils sont tous les deux dans le même sens. Mais bon, donc lui, il est bien Z, sauf que bon, comme c'est une seule double liaison, et là on parlait de 2 doubles liaisons, l'item est faux. Le carbone 2, donc on le retrouve, tac, ok, il est lié à 4 groupements de carbone. Oh, est-ce qu'il est asymétrique ou pas? Oui, toujours, parce que même s'il est relié à 4 groupements de carbone, ce ne sont pas tous les mêmes. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Déjà, essayons de trouver le moins prioritaire. Encore une fois, là, c'est pas trop compliqué, puisqu'il y a un carbone qui est tout seul. Ça veut dire qu'il est lié à 3 hydrogènes, tandis que tous les autres sont inclus dans des cycles. Donc, c'est bien notre carbone qui est en bas, en avant du plan, qui est le moins prioritaire. Au passage, comme notre élément le moins prioritaire, il est en avant du plan, c'est un petit peu comme dans le cas où on a un hydrogène en avant du plan. Donc, il faudra qu'on fasse une inversion de la configuration qu'on trouvera. Et là, ça devient pas plus compliqué que ça, juste parce que c'est inclus dans un cycle ou avec 4 groupements de carbone, puisque on va faire notre RS normal et il n'y a pas besoin de passer par une espèce de dessin 3D pour retrouver les positions des atomes. Non, vous laissez juste comme ça et ça se fait normalement. Donc, entre nos 3 carbones qui nous restent, c'est quoi l'ordre? C'est quoi la priorité? Commençons par regarder en haut. En haut, on voit qu'il est relié à 2 carbones. Ok. En dessous, sur la droite, on a un carbone qui est relié à un seul autre carbone. Donc déjà, il est moins prioritaire que celui en haut. Et en bas à gauche, on a un carbone relié à 3 carbones. Donc faites attention, on a bien, donc là on est sur le carbone en bas à gauche, relié en dessous, encore une fois à gauche, et au-dessus par les petits pointillés là, à donc 3 carbones. Donc carbone en bas à gauche, 3 carbones, carbone au-dessus, 2, carbone à droite, un seul. Donc là, on a l'ordre de priorité qui s'est écrit presque tout seul. Vous passez donc d'en bas à gauche, en haut à droite, en bas. Vous tournez donc dans le sens R. Sauf que, comme tout à l'heure, on a dit que notre groupement le moins prioritaire est en avant du plan. Donc on inverse et on est en configuration absolue S. Donc item C, faux. Enfin, le carbone 3 est de configuration absolue S. Là, c'était un peu moins compliqué. On a évidemment donc un hydrogène non représenté en avant du plan, donc il faudra inverser normalement. Vous avez en dessous un carbone tout seul, ok. Vous avez à droite un carbone relié à 2 autres carbones, ok. Et à gauche un carbone relié à un carbone et un oxygène. Donc c'est le groupement sur la gauche relié à l'oxygène qui est prioritaire. Celui à droite relié à 2 carbones qui vient en deuxième, et celui en dessous relié à un seul carbone qui est le moins prioritaire sans compter l'hydrogène. Donc on tourne dans le sens R, sauf que l'hydrogène est en avant. Donc on inverse, on se retrouve en S. Et voilà pour le QCM 9. Passage du flambeau à Tristan. Ok, du coup maintenant QCM 10. Donc là on a une réaction, on demande les propositions exactes. Alors, déjà qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a une molécule avec des doubles liaisons, donc c'est un alcène. On nous donne une condition A, donc on ne nous dit pas ce que c'est, on obtient à la fin une autre molécule et on voit qu'il y a une double liaison qui a disparu. Ensuite, donc, on a donc les items. Donc la condition A, en fait les items A et B donc, demandent quelle est la condition A. Donc est-ce que c'est à basse pression ou est-ce que c'est à haute pression? Donc dans les deux cas on parle de dihydrogène, donc d'une dihydrogénation. Ensuite, l'item C demande si on aurait pu utiliser un catalyseur tel que le nickel de Rayleigh. Et l'item D
demande si en modifiant la pression de la réaction, on joue sur la régiosélectivité. Alors, la correction de ce QCM, c'était ACD. Parce que oui, donc c'était bien une réaction de dihydrogénation. Donc on avait besoin de dihydrogène, H2. On avait besoin d'un catalyseur et on avait besoin d'une certaine pression. En fait, si on regarde bien, on voit que cette double liaison à gauche, elle est trisubstituée. Alors que la liaison à droite, elle est disubstituée. Et on voit qu'il n'y a que la double liaison de droite qui a disparu. Euh, alors du coup, c'est en fait la pression qui a influencé la réaction. Et quand on sait dans le cours donc, que quand on est à basse pression, on ne peut que dihydrogénéiser les liaisons disubstituées, alors que quand on est à haute pression, on peut faire cette réaction sur tous les types de double liaison. Donc on aurait pu le faire sur l'alcène trisubstituée. Donc là, on est dans un cas où l'alcène trisubstituée n'a pas réagi, donc on est à basse pression. Ensuite, la C, c'est du court. Oui, on aurait pu utiliser le catalyseur tel que le nickel de Rayleigh. On peut aussi utiliser du palladium sur charbon, c'est l'exemple qui revient le plus souvent. Et enfin, la D, donc oui, quand on modifie la pression de la réaction, on joue sur la régiosélectivité. Régiosélectivité, ça veut dire qu'on va influencer la région de la molécule sur laquelle la réaction se fait. Donc du coup, là, on a influencé la réaction, on a dit, voilà, je veux que ma réaction, elle se fasse que sur ma double liaison à droite et pas à gauche. Donc on a influencé la régiosélectivité. Et là, du coup, on vous a représenté le mécanisme de la dihydrogénation tout en bas, avec le catalyseur du coup en bleu. Voilà. Du coup, QCM 11. Un bon QCM11 celui-là. Alors, concernant la réactivité avancée, indiquez là où les propositions exactes. Donc item 1, on peut obtenir cet éther à partir de propanolate de bromopropane en condition de SN2. B, on peut aussi obtenir cet éther à partir de 2 propanol en milieu acide, donc H2SO4 à 140 degrés Celsius. Item C, la réaction mentionnée dans l'item B serait une synthèse de Williamson. Et enfin, dans tous les cas, on assiste à une déshydratation intermoléculaire. Donc, deuxième roulement de tambour. Merde, un peu loin. Donc, AB. Alors, un QCM comme ça, on vous a déjà donné le produit final. Et là, on vous demande de réfléchir par rapport à des réactifs inconnus. Donc, faut pas trop se prendre la tête. Essayez de dessiner, ou alors de tête, vous êtes assez fort pour voir directement, vos deux réactifs. Et vous faites un peu le raisonnement classique à partir de là. Donc, dans le premier item, on vous dit qu'on obtient cet éther à partir de propanolate et de bromopropane. Donc déjà, sans prendre en compte SN2 pour l'instant. On dessine notre propanolate, on le voit bien là, au-dessus, puis notre bromopropane, et on réfléchit à quoi ça ressemble. Il y a un seul cas du cours où on vous parle de propanolate et de bromopropane, c'est une synthèse de Williamson. Ces synthèses de Williamson, on a bien dit qu'ils se font par mécanisme de SN2, surtout que lorsque l'alcoolate il est primaire. Et ça donne bien un éther. Et on regarde, on vérifie juste nos chaînes carbonées, que ce soit bien les mêmes de chaque côté. Et on retombe bien sur le produit qui est indiqué dans l'énoncé. Et on vous a mis le petit BR- à côté, mais souvent on n'a pas besoin de faire attention. Donc item A, juste. Item B, même question, mais sauf que cette fois-ci, on parle de 2 propanol en milieu acide. Alors, on dessine nos 2 propanol, ok. Milieu acide, ok. Donc H2SO4, 140 degrés Celsius. Vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre ce point-là par cœur. C'est pas sur ça que le prof va vous piéger, surtout en réactivité avancée. Donc, pour revenir à notre cas, quand on a 2 alcools comme ça, encore une fois, une seule instance où le prof en parle, c'est déshydratation intermoléculaire avec un acide non nucléophile. Du coup, H2SO4, ça représente notre acide non nucléophile, mais encore une fois, pas besoin de l'apprendre dès que vous voyez 2 OH, à part si on vous écrit un petit point, non, là c'est un acide nucléophile, vous savez, vous prenez juste les 2 OH. Donc cette réaction, qu'est-ce qu'elle fait ? Pareil, c'est écrit tel quel dans le cours, un éther. On a juste à vérifier les 2 liaisons,
que les deux chaînes carbonées soient les bonnes, et on retombe sur exactement la même molécule, et on vous a juste mis le petit H2O à la fin qui s'ajoute en produit aussi. Juste si vous avez des doutes sur les mécanismes, surtout pour le deuxième, c'est juste l'acide qui va protoner un des deux OH. Du coup, il y aura un alcoolate, et cet alcoolate va aller attaquer l'autre propanol qui reste, et hop, ça s'attache, ça fait un éther, et il y a une molécule d'eau qui est dégagée. Item C, pourquoi elle est fausse? Parce que l'item B, c'est clairement pas une synthèse de Williamson, surtout que c'est le premier item qui l'est. Donc ça, faites attention, surtout quand il n'y a pas trop de noms propres dans les réactions. Essayez de bien connaître les règles, parce qu'en plus, le prof, parfois, il aime bien poser ah oui, c'est une réaction qui s'appelle comme ça, donc essayez de vous en souvenir. Et item D, dans tous les cas, on assiste à une déshydratation intermoléculaire. Non, une synthèse de Williamson n'est pas une déshydratation intermoléculaire. Donc dans le fond, si on connaît son cours, il n'est pas trop compliqué, mais il ne faut pas paniquer quand on voit plein de points d'interrogation partout, ou quand on commence à vous parler de produits de réactifs. Prenez votre temps, mais pas trop quand même, dessinez-les, et puis refaites tranquillement le cas. Et maintenant, passage au prochain QCM. Ok, donc QCM 12. Donc encore une réaction. Donc, indiquer les propositions exactes. C'est une substitution nucléophile de type 1. Cette réaction est stéréospécifique. Le NaCN est un bond électrophile. On retrouvera du NaCl dans les produits. Donc on passe tout de suite à la correction. Les réponses justes, c'était BD. Alors, pourquoi oui, ici on était face à une substitution nucléophile, mais de type 2. En fait, qu'est-ce qui va nous faire dire ça? Comme on peut le voir donc, dans les réactifs, on a un halogénoalcane, d'accord? Donc c'est une chaîne carbonée avec un halogène, donc qui est un bon groupement partant. Et dans les réactifs, on a aussi, donc dans les conditions de la réaction, on a du NaCN. Et en fait, le groupement CN, donc c'est le groupement de nitrile qu'on avait vu tout à l'heure, il faut savoir que c'est un nucléophile. Donc c'est le nucléophile qui va justement attaquer l'halogénoalcane qui est un électrophile. Et après, en dessous, on voit qu'on a du DMSO. Et en fait, le DMSO, c'est le solvant qu'on utilise, c'est un solvant polaire aprotique. Et du coup, si vous connaissez votre cours, vous savez que les solvants polaires aprotiques favorisent les substitutions nucléophiles de type 2. Voilà. Du coup, maintenant, il faut connaître son cours et savoir que les substitutions nucléophiles de type 2, elles fonctionnent avec un mécanisme d'inversion de Walden. Et du coup, elles imposent une stéréospécificité. C'est-à-dire que si on regarde là, notre chlore, au début de réaction, il était à gauche. Et à la fin, du coup, ça va forcer notre groupement nitrile à attaquer sur la droite, puisque la réaction, elle se fait en une seule étape. Du coup, à la fin, on n'aura qu'un seul type de produit, donc ça sera une molécule avec le groupement nitrile à droite. Donc c'est pour ça qu'on dit que la réaction, elle est stéréospécifique. Donc ensuite, il y avait un item qui demandait si le NaCN était un bond électrophile. C'est faux, c'est un bond nucléophile. Ici, l'électrophile, c'est la molécule de départ avec le chlore. Et enfin, l'item D, on retrouvera du NaCl dans les produits. Oui, c'est vrai, parce que quand notre nucléophile, le NaCN, va se dissocier, on aura d'un côté le nucléophile, le CN, le groupement nitrile qui va attaquer la molécule, et de l'autre côté, le Na, donc le sodium, va rester seul. Et quand le nucléofuge, le chlore, va partir, il va aller rejoindre le Na qui était resté seul, donc du coup pour former du NaCl. Donc oui, dans les produits, on retrouve du NaCl. Voilà. Maintenant, QCM 13. À propos de cette réaction, indiquez là où les propositions exactes. C'est une substitution nucléophile de type 2. Le T-buoc est une base très forte. Le produit aura un effet mésomère pi-θ-pi. Et le produit de cette réaction est achiral. Et item E, comme d'habitude. Donc, BD, encore une fois. Pourquoi? Alors, c'est une substitution nucléophile de type 2. Non, et là, je vais vous faire un petit récap sur comment on reconnaît. Donc, dans un premier temps, un des plus gros indicateurs, c'est regarder la classe du carbone. Parce que déjà, ça va nous permettre de faire la différence entre ordre 1 ou ordre 2.
Malheureusement, ici on a un carbone secondaire. Alors juste pour rappel, carbone primaire, ça sera des ordres 2, carbone tertiaire, des ordres 1, et carbone secondaire, vous êtes dans le doute. Pas de peau. Et ça sera souvent des carbones secondaires. Donc on regarde quoi? On regarde le solvant. Ici c'est du THF. Et le THF c'est un solvant polaire aprotique. On rappelle, quand vous avez des solvants aprotiques, vous êtes en ordre 2, et des solvants protiques, vous êtes en ordre 1. Et au passage, un moyen facile de faire la différence, c'est que quand vous avez des solvants polaires protiques, c'est souvent de l'eau ou des alcools ou des acides carboxyliques. Genre dès que vous voyez un de ces trois-là, tac, vous ne posez pas la question. Après, souvent les apolaires, les polaires aprotiques plutôt, pardon, pas les apolaires, confondez pas. C'est les noms bizarres, THF, DMSO ou des trucs comme ça. Donc, on a du THF, solvant polaire aprotique, donc ordre 2. Maintenant, substitution ou élimination. Bah pour ça, on a le TBE qui est un gros indicateur, comme c'est une base forte. Et donc, base forte ou base forte et chaleur, vous êtes en élimination. Là, on ne se pose pas la question. Donc, vous avez une élimination de type 2. Donc, item A faux et item B juste, parce que TBE c'est bien une base forte, même très forte, comme dit. Item C, le produit a un effet mésomère pi θ pi. En fait, pi sigma pi, oui pardon, merci Tristan, c'est 2 fois que je le dis, bon pas grave. Pi sigma pi, on pourrait le croire, parce que normalement, on se rappelle, on a une élimination type 2, donc on va arracher un hydrogène en anti-périplanaire, c'est l'obligation des éliminations de type 2. Donc déjà, il faut regarder si on en a. On a déjà un hydrogène de chaque côté, donc on va se dire ouais c'est bon, celui à droite ok, il est déjà en position, celui à gauche je vais tourner un peu ma molécule, je le mets en antipériplanaire, hop, je l'arrache, je mets une double liaison à gauche et hop, effet mésomère pi sigma pi. Non, parce que vous êtes en cycle, cette rotation simple qu'il faut faire très attention quand vous avez des molécules en chaîne carbonée normale ne peut pas se faire en cycle. Vos molécules substituant sur les côtés sont figées. Il n'y a pas d'échange possible, sauf sinon vous devez les casser ou casser ces liaisons. Donc sur notre molécule de départ, il n'y a qu'un seul carbone en antipériplanaire, c'est celui sur la droite qui est en arrière du carbone représenté. Et donc on a bien le produit qui est montré devant vos yeux sur l'écran, avec la double liaison qui se forme à droite du brome qui s'en va. Et du coup, item C faux. Et item D, là c'est un item un peu piégeux parce que oui, vous vous dites, ok, on regarde le produit, le réactif initial. On se dit, bon, on voit quoi, 2 carbones asymétriques, un qui porte le H en arrière, un qui porte le brome. Sauf que bon, le brome il va s'en aller. Ok, il forme une double liaison, donc c'est plus possible d'avoir un carbone asymétrique là. Vous avez trouvé la bonne molécule. Donc vous voyez bien où se place la double liaison. Donc le dernier carbone asymétrique avec le carbone en arrière, il reste bien. Un carbone asymétrique, pas de souci, il est bien chiral. Donc item D faux. Sauf que en chimie organique, il y a toujours des petites exceptions qui viennent vous piéger à droite et à gauche, comme ça discrètement, et représentez bien votre produit final. Parce que surtout sur cette molécule-là, une fois que vous l'avez représentée, ça se voit très bien qu'il y a un plan de symétrie qu'on a représenté. Et dès que vous avez un plan de symétrie, même s'il y a un carbone asymétrique, votre molécule, elle est plus chirale, elle devient achirale. Alors je vous rassure, c'est des cas très rares. Dès que vous avez des molécules compliquées, vous voyez un seul carbone asymétrique comme sur l'exemple au début du DM, vous ne vous posez pas la question. Mais c'est juste sur des petites molécules comme ça, qui sont très simples et rapides à représenter, où il faut quand même, vous voyez, posez-vous la question. Attendez, je vérifie quand même. Non, c'est bon, sauf que là, c'était pas bon. Donc, item D, juste, la molécule est bien achirale. Et maintenant, passage au QCM suivant. Du coup là on voit en fait que finalement les QCM 14 et 15 c'est juste des items de cours. Du coup on va passer rapidement. Du coup voilà directement les corrections. Donc pour le QCM 14 c'était BCD. La première item disait la forme protonée de l'alcool est l'ion oxonium. Ça c'est vrai. Et c'est un très mauvais nucléofuge. Ça c'est faux parce que l'oxonium est un très bon nucléofuge justement. Et en fait il faut bien comprendre ça. Quand on protonne un alcool,
En général, c'est pour le faire devenir un meilleur nucléofuge pour qu'il puisse quitter plus facilement la molécule pour pouvoir faire des réactions. Item B, la représentation de Cram est également dite du coin volant. Bah, ça, c'est du par cœur, donc oui, c'est vrai. Des isomères de constitution partagent la même formule brute, mais pas la même fonction chimique. Pareil, ça c'est dans la diapo du prof, donc c'est vrai aussi. Et item D, le passage d'un stéréoisomère de configuration à l'autre nécessite beaucoup d'énergie, car on a besoin de casser des liaisons. Euh, Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, quand je viens de capter, on a fait une erreur dans le diapo. J'ai mis la diapo du prof sur les stéréoisomères de conformation. Bon, du coup, ça revient au même en fait. Mais stéréoisomères de conformation, c'est ceux qui ne demandent pas d'énergie pour être cassés. Du coup, ouais, bon, je vous fais un petit rappel. La configuration, en fait, donc c'est quand tu as beau tourner autour de la liaison, tu vas pas pouvoir changer la configuration. Donc, du coup, tu vas devoir casser des liaisons pour changer de configuration. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Alors qu'un stéréoisomère de conformation, là, tu vas pouvoir justement tourner autour de tes liaisons pour changer de conformation. Et ça demande peu d'énergie. Donc là, l'item parlait de la configuration. Il parlait de beaucoup d'énergie parce qu'on casse des liaisons. Donc, c'était vrai. Donc, bonne réponse, BCD. Maintenant, QCM 15. Dernier QCM du DM. Indiquer là où les propositions exactes, un des derniers QCM chimie organique classique, court, voilà. Selon Lewis, un acide est caractérisé par un doublet non liant. Les acides forts sont partiellement dissociés dans l'eau. Plus un acide est fort, plus sa base est instable. Une molécule très encombrée sera plutôt nucléophile que basique. Et votre réponse du dernier QCM, c'est E. Alors, Lewis, un acide est un doublet non liant. Non, pour Lewis, un acide a une case vacante et c'est la base qui a le doublet non liant. Donc assez évident. Les acides forts sont partiellement dissociés dans l'eau. Non, ça c'est les acides faibles. Et on rappelle, les acides forts sont totalement dissociés dans l'eau et les acides faibles sont partiellement dissociés dans l'eau. Rappelez-vous, acide fort, flèche unique. Acide faible, double flèche. Enfin, un dans chaque sens. Plus un acide est fort, plus sa base est instable. Alors ça c'est le genre d'item où parfois on met un petit instant pour y réfléchir. Parce que donc on rappelle, un acide fort a une base conjuguée faible. Si une base conjuguée est faible, ça veut dire qu'elle est peu réactive, donc elle est très stable. Du coup, plus un acide est fort, plus sa base conjuguée va être stable. Et inversement, si un acide est faible, ça veut dire que cet acide-là est stable, donc peu réactive, donc sa base conjuguée, elle va être très réactive, donc très instable. Et dernier item, une molécule très encombrée sera plutôt nucléophile que basique. Non, c'est l'inverse. Si une molécule très encombrée va plutôt être basique, ou alors une molécule peu encombrée va être nucléophile. Alors un moyen rapide d'y penser, c'est que nucléophile, ça aime les noyaux. Sauf que les noyaux, c'est souvent entouré d'électrons, c'est au fond d'une molécule, pensez-y comme ça. Donc elle veut être assez petite, donc moins encombrée pour pouvoir y accéder. Et voilà, ça c'est la correction du DM. Sauf que on vous a préparé un petit quelque chose, juste pour la fin, pour ceux qui sont là. Tristan, je te laisse présenter. Oh, un QCM sauvage apparaît. Alors, du coup, on s'est dit que comme Azoulay, il avait dit en cours qu'il allait innover, qu'on allait innover aussi pour vous montrer qu'est-ce que c'est genre l'innovation, parce que j'ai eu plein de questions en mode mais ça veut dire quoi innover, etc. Est-ce que ça veut dire que ça va être plus dur ou quoi que ce soit? Moi je pense pas. Je pense que quand Azoulay il dit qu'il va innover le jour du concours, ça veut juste dire il va modifier la façon de faire ses QCM, il va modifier, je sais pas mais pas le fond. Il va pas modifier le fond, il va plutôt modifier la forme en fait. Du coup bah voilà, une modification de forme d'un QCM. Donc ça s'appelle un cause à effet. Je sais pas si en BDR ils vous ont montré ce que c'est, mais du coup bah, je vais vous apprendre à en faire. Euh, donc on a deux propositions qui sont liées par un car ou un parce-que. Et le but en fait déjà c'est de dire si chaque proposition est vraie ou fausse, et dans le cas où elles sont vraies les deux, de savoir si elles sont liées par un lien de cause à effet. Donc par exemple, quand je dis... j'ai pas d'exemple, mais je sais pas, quand je dis Insaf est belle parce que elle s'habille bien, bah, les deux propositions sont vraies. Euh, Ah mais en fait, ouais, c'est un peu tendu, je sais pas.
Non. Ok, on fait un cut et on remet là. Attends. Ok. Ins, Insaf et... Ok, respire. Ok. Je refais un cut ou pas? Ouais. Ok, cut. Ils sont trop courts tes cheveux là? D'accord. Bon, on a fait un cut. C'est le moment divertissant, on peut le laisser. Non, 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 on va pas le laisser. Du coup, oui. Donc, exemple pour vous dire qu'est-ce que c'est un lien de cause à effet. Par exemple, si je dis je suis vivant parce que mon cœur bat, c'est vrai, les deux sont vrais, je suis vivant et mon cœur bat, et oui, il y a un lien, je suis vivant parce que mon cœur bat. Voilà. Donc, yes. Du coup, maintenant, vous savez ce que c'est un lien de cause à effet. Bon. Du coup, voilà. Maintenant, on va passer à ce qui s'aime enfin, hein. Un alcool aromatique est plus basique qu'un alcool aliphatique, car le doublé non liant d'un alcool aromatique est impliqué dans une mésomérie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le premier item. Un alcool aromatique est plus basique qu'un alcool aliphatique. C'est faux, parce qu'un alcool aromatique est moins basique qu'un alcool aliphatique. Et ensuite, deuxième proposition, le doublé non liant d'un alcool aromatique est impliqué dans une mésomérie. Alors ça, c'est vrai. Donc là, du coup, je vous ai mis une molécule, c'est un alcool aromatique. Comme vous le voyez, l'oxygène, il a des doublés non liants, et ces doublés non liants sont impliqués dans des mésoméries, ce qui fait que les doublés non liants ne seront pas disponibles pour capter des protons et donc pour se transformer en acide. Du coup, oui, la première proposition était fausse, la deuxième était vraie. Du coup, c'était l'item D qui était vrai. Voilà. Du coup, on en a terminé pour ce tut live. Panique pas, panique pas. Alors du coup, on va refaire un cut, hein. D'accord, pas de cut. Non, on n'a pas dit au revoir. Qu'est-ce que tu fais, Claudia Insaf? Ok. Du coup, c'est enfin la fin de cette vidéo explicative de notre petit DM. J'espère que ça vous aura plu. Avec Tad, on est très content d'avoir pu faire ça pour vous, donc merci. Je fais une petite dédicace à mes parents, voilà. Est-ce que Au chef Tut qui nous a accompagnés pendant ce. Un grand merci aux chefs Tut qui nous ont beaucoup aidés et qui nous ont permis de faire tout ça, voilà. Merci à eux. Voilà. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo et bye bye. Non, c'est bon, tu peux arrêter.